Le lâche d'Ernest Delannoy. Alors que je m'installe lourdement à mon étude pour écrire ce texte, que j'ancre maladroitement ma plume en tâchant le parchemin, j'hésite et je soupire, ne sachant par où commencer et me demandant si, cette fois, j'irais au bout de l'histoire. Ce qui s'est passé cette fameuse nuit est si intimement lié à tout mon être que d'aucuns pourraient supposer qu'il s'agit, d'une certaine manière, de l'histoire de ma vie. Et pourtant, je dois m'efforcer de respecter une forme de concision, ne relater que les faits de cette nuit et me garder de me perdre sur les chemins tortueux des digressions futiles et égoïstes. Je n'ai jamais été ce que l'on appelle un fin lettré, et les subtilités de la prose, comme celles du verbe, m'ont toujours échappé. Me considérant comme quelqu'un de pragmatique, jamais n'eus-je aucun goût ni pour la poésie ni pour l'art. Je me complais davantage dans les histoires concrètes. Mais mon récit est si étrange, si saugrenu que, si je dois livrer la vérité pleine et entière, comme j'entends bien le faire, je serais obligé de m'éloigner de la réalité objective du monde pour m'égarer dans les royaumes traîtres et fugaces des impressions et du ressenti. Rentrant chez moi dans l'antique région d'Ivalonne, après un séjour à Autun, et chevauchant seul, je m'arrêtai pour la nuit, au soir du 3 août 1267, dans une auberge au croisement de la Grande Route. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. L'endroit, accueillant, me ravit d'emblée. Aussi réservai-je une modeste chambre auprès de l'affable aubergiste qui s'excusa platement de ne pas disposer d'hébergement digne d'un personnage de mon rang. Je lui garantis que je serais très bien ici, et le laissai me conduire à ma chambre, certes modeste, mais tout de même correcte pour ce genre d'établissement. Après un frugal, mais néanmoins goûteux repas, je passai la soirée à m'imbiber de liqueurs passablement étourdissantes avec les paysans du cru. Mon sang noble et mon ascendance raffinée ne m'avaient jamais empêché de me mêler agréablement à la populace, et prendre de là j'amoindrissais ma honte du sujet. Quant aux critiques des bonnes gens, peu m'en chalait. Blaguant, riant et chantant avec ses compagnons d'un soir, je m'attirais même à demi les faveurs d'une fille de tanneur qui m'avait attribué, à mon grand amusement, moins de la moitié de mon âge. La donzelle était, ma foi, assez belle, et même si plus de la première fraîcheur, elle conservait tout de même le charme étrange et l'excitant exotisme de ces filles du peuple rompues au labeur. Après quelques saillies, certes osées mais bien tournées, qui me valurent l'irée de son père, je me retirai en grande pompe dans ma chambrette. Peu m'importait l'inconfort de la paillasse, mon ivresse me fit plonger dans un sommeil lourd et étouffant, et je fus visité par des bribes de rêves, vagues impressions monochromes et ébauches d'images et de visages. Cette brumeuse toile onirique se déchira lentement et de la manière la plus déplaisante, lorsque des cris retentirent dans l'établissement. J'émergeai dans la douleur léthargique d'une migraine prononcée et réalisai que l'on mettait l'auberge à sac. En me relevant, je maudis la malchance qui m'avait poussé dans cet établissement et m'emparai de ma sacoche contenant mes effets personnels ainsi que de mon épée au fourreau et en agrippai machinalement la poignée, tout en priant de ne pas avoir à m'en servir. Heureusement, je voyageais léger, et mon ivresse m'avait fait oublier d'ôter mes vêtements pour dormir, aussi n'eus-je pas à perdre de temps pour m'habiller. Ni ma chambre, ni le petit couloir de l'étage ne disposaient de fenêtres. Il me faudrait donc passer par le rez-de-chaussée pour sortir. J'ouvris délicatement la porte et passai le seuil, constatant avec un léger soulagement que rien ne se passait à l'étage. Puis descendis à pas feutrés les marches grinçantes de l'escalier en redoutant les cris bestiaux allant crescendo qui s'échappaient d'en bas.
Restant dissimulé derrière le chambranle menant du dortoir à la salle commune, je constatais, avec horreur, l'orgie sanglante qui s'y déroulait. Une demi-douzaine de coupes-jarrets malmenaient les clients de l'auberge de la plus ignoble façon. 2 des paysans avec lesquels j'avais trinqué plus tôt étaient morts, l'un transpercé et l'autre égorgé. Et je n'ose rapporter ici ce qu'ils infligeaient à la pauvre fille du tanneur. Que pouvais-je bien faire, seul contre tant d'ennemis? Comme ils étaient tous accaparés par leur immonde tâche, la mort dans l'âme, j'en profitais pour m'éclipser. Mais cette diablesse de fille du tanneur m'aperçut et me héla. Elle m'appela au secours et me maudit lorsque je sortis en trombe de l'auberge. Courant à l'écurie, j'arrivai à ma monture. Je doute que quiconque ait jamais sellé aussi rapidement un cheval jusqu'alors, et comme je l'enfourchais d'un bond, je repérai 2 des brigands, lames au clair, qui s'approchaient prudemment. J'éperonnai ma monture qui se cabra et frappa l'un des bougres, l'envoyant s'étaler dans la terre battue. Un bon chrétien ne souhaite la mort de personne, pas même de ses pires ennemis, mais à mon corps défendant, j'espère vraiment que, s'il a survécu, il ne s'en est jamais remis. L'autre homme s'écarta vivement quand j'entamais ma course dans l'azur outre-mer de cette nuit d'été, et que me parvenaient encore les cris de la donzelle. Tandis que mon cheval galopait, m'éloignant à tout jamais de l'auberge, une insigne culpabilité étreignit mon âme alors que je pleurais le sort de cette fille. Je commençais à me maudire moi-même. Je m'efforçais de me ressaisir en la blâmant à mon tour. Elle m'aurait simplement condamné à mourir avec eux. Quel honneur y avait-il à cela? Quelle gloire en aurais-je tiré? Et surtout quel bien cela aurait-il fait à quiconque? L'obscure infamie qui, dès lors, pesait sur moi, me renvoya dans les tréfonds de mes souvenirs les plus vils, et m'imposa, pratiquement comme un rêve éveillé, l'horrible réminiscence de la fois où, des décennies auparavant, l'on m'avait ainsi maudit. C'était à la bataille de Bouvines. Je servais mon suzerain, le comte d'Ivalonne, dans l'armée du roi Philippe Auguste. Lors d'un affrontement particulièrement sanglant, notre cortège fut encerclé et progressivement massacré. Au moment fatidique, il ne restait plus que mon compagnon et grand ami, le vaillant chevalier Gérard du Rouvre, quelques-uns de ses fidèles hommes d'armes, et moi. Après une résistance digne des rhapsodes, je fus blessé par un trait à l'épaule qui me mit, de fait, hors de combat, et lorsque l'ennemi chargea de rechef, je lâchai mon épée et cherchai désespérément un abri. Horrifié par ce qu'il prit pour de la pleutrerie, sire Gérard prononça à mon encontre une terrible malédiction. Alors que je chevauchais dans la nuit, tant d'années plus tard, je le revoyais hurler en levant son épée au ciel, prenant Dieu et les anges pour témoins. C'était le dernier souvenir que j'avais de mon grand ami, lui me maudissant ainsi. Il était mort sous les coups de l'ennemi quelques instants plus tard. N'avais-je donc été qu'un lâche à ses yeux? Était-ce l'opinion de moi qui l'avait emporté dans la tombe? Des pensées mortifères m'accablaient sans relâche, mais l'infâme réalité se refit maîtresse lorsque je dus choisir mon chemin à un croisement. Je fis ralentir mon cheval et pris la direction de Maulieu. Je ne goûtais guère l'idée de longer nuitamment la vieille forêt de Mérigny. Cependant, je n'hésitais pas. C'en était assez de la lâcheté. Sur le chemin, je rencontrai à mon plus grand étonnement un autre voyageur. Allant de surprise en surprise, je découvris, lorsque nous fûmes au même niveau, qu'il s'agissait d'une femme.
Elle tenait une mule par la bride sur laquelle était monté ce que je pris pour un garçonnet. Nous nous arrêtâmes et nous saluâmes, puis échangeâmes nos destinations et nos raisons de voyager de nuit. C'était une belle femme à l'air sauvage, et l'éclat lunaire conférait à sa peau une pâleur laiteuse, étrangement attirante et menaçante à la fois. Comme je restais vague et distant, ne souhaitant guère m'étendre sur ma pleutrerie et ne voulant la doubler du mensonge, je constatais aisément qu'elle aussi dissimulait la vérité sous un voile d'imprécision et de sourires enjôleurs. Était-ce là l'étrange pouvoir des femmes, ou plutôt l'imbécilité des hommes? Car je compris immédiatement que la gredine était traîtresse, mais je restais néanmoins à badiner avec elle. J'entendis soudain un léger bruit derrière moi et me retournai vivement. Lorsque je refis face à la femme, elle tenait fermement la bride de mon cheval. Je l'intimai de lâcher prise lorsqu'elle se mit à parler dans une langue incompréhensible. La bougresse était manifestement folle. La petite créature montait sur la mule que j'avais prise pour un enfant, émit un grognement répugnant et dégaina un poignard. Je menaçais de talonner ma monture lorsqu'une flèche fendit la nuit à quelques pouces de mon oreille. Je me retournais à nouveau et constatais toute une petite troupe qui s'avançait vers moi. Et dans la clarté de cette nuit d'été, je ne parvenais à distinguer que le fil scintillant des coutelas et fers de hache. Je redoutais un instant que les malfrats de l'auberge ne m'aient rattrapé, pour finalement conclure que cela ne pouvait être eux. Ce qui me fut confirmé lorsque l'un d'eux, que je distinguais dans la pénombre comme une large et haute forme noire, s'exprima dans le plus horrible langage qu'il m'ait été donné d'entendre. Et je fus saisi d'une terreur vibrante lorsque je réalisais qu'il s'agissait sans doute de ces infâmes tribus de sauvages qui peuplent les bois profonds d'Ivalonne, et auxquels les légendes locales attribuent de bien sinistres ouvrages depuis une époque pré-chrétienne. Alors qu'il me forçait à descendre de cheval et me garrottait, je compris qu'il n'en avait aucunement après mes richesses, comme je l'eus cru de prime abord. J'entonnais alors une prière silencieuse tout en tremblotant, tandis que je me demandais ce que ces êtres monstrueux pouvaient bien me vouloir. Rien qui vaille, à en croire les légendes et les rumeurs. Lorsque je compris que la vieille Mérigny était notre destination, je hurlais et me débattais avec acharnement, et reçus pour toute réponse un violent coup à l'arrière du crâne. J'eus l'impression de tomber dans un gouffre noir et sans fond. La forêt, déjà sombre et menaçante de jour, devint un véritable cauchemar oppressant de ténèbres et d'angoisse, chaque branche étant devenue une griffe acérée et chaque ombre une horreur rampante. Je ne puis me souvenir exactement durant combien de temps ni sur quelle distance les scélérats me traînèrent. Je revins à moi plus tard au milieu d'un cauchemar innommable, ligoté à un tronc ébranché dans une clairière. Là, j'assistais à une épouvantable scène de sang et de luxure, sorte d'immonde rituel païen prenant sa source dans les adorations d'entités plus vieilles que la civilisation. Un infernal sabbat d'ignobles sauvages s'extasiait en s'infligeant les sévices les plus répugnants à quelques malheureux paysans. Autour d'un noir monolithe suintant, aberration témoignant des éons disparus, les païens torturaient, tuaient et profanaient en hurlant, se faisant les abjects héros de quelque apocalypse à venir. Tout se déroulait sous l'égide d'une espèce de prêtre ou de sorcier, vêtu de longues robes sombres et coiffé de ramures de cerf. Ce dernier officiait cette monstrueuse messe noire, tandis qu'un chœur de figures encapuchonnées psalmodiait une nauséabonde litanie informe.
La terreur me privait totalement d'esprit critique, et l'analyse m'était impossible. Mais je pense avec le recul que le prêtre et son cœur n'étaient pas issus de tribus sauvages. Ce pouvaient bien être des gens des villes voisines. Après tout, ne disait-on pas que les adorateurs du malin se cachaient parmi les bonnes gens? Et c'était d'autant plus vrai en Yvalonne. Réalisant que je faisais partie des futures victimes, et que je serais bientôt réduite en charpie pour être offert en sacrifice à quelque incommensurable déité impie, je devins pratiquement fou et criais à m'en détruire la gorge, me débattant si fort entre mes liens que je me meurtris tout le corps. L'un des sauvages m'agrippa la tête et me força à boire d'un breuvage visqueux et répugnant. Je n'en avalai qu'une demi-gorgée et me sentis immédiatement vaseux. 2 sauvages vinrent scier mes liens et me menèrent vers le centre de la clairière, à travers ces épouvantables festivités, vers ce monolithe qui se dressait tel un croc noir et luisant surgi des enfers. L'effet du breuvage rendait ma résistance aussi ridicule que futile, embrouillant mon esprit et opacifiant ma vision. Alors que mes bourreaux m'accroupissaient de force dans une mare de sang mêlée d'immondes fluides et de restes humains, la psalmodie s'interrompit brutalement, et les éructations de jouissance laissèrent place à des hoquets de surprise et des cris de guerre. Il était là. La lenteur de mon esprit causée par le breuvage me fit manquer son arrivée, mais il était là. Je tournai péniblement la tête et je l'aperçus, au milieu d'une foule d'adversaires dont il triomphait sans peine à grands coups d'épée. À mes yeux fiévreux, c'était une immense ombre enflammée qui déchaînait la furie divine sur cette horde impie. L'apparition me fit dégriser, et lorsqu'elle me frôla en chargeant l'un des mécréants, je réalisai alors que c'était un chevalier, et cependant qu'il taillait sa victime en pièces, j'eus tout le loisir de le détailler. Son immensité venait du fait qu'il était monté sur un imposant destrier noir. Il portait une armure surannée et couverte de patines sombres, ce qui lui conférait cet aspect d'ombre. L'acier, reflétant la lumière des torches et des braseros, instillait cette sauvage impression d'embrasement. Mais le plus effroyable à propos de ce chevalier, et aussi sans doute le plus commun, curieusement, était le grand aume impassible qui dissimulait entièrement ses traits. Mes bourreaux n'étaient manifestement pas de grands combattants, car c'est une bien pitoyable résistance, marquée par la couardise et l'indiscipline, qu'ils opposèrent à ce sombre héros, et en seulement quelques instants, le combat fut terminé. Le chevalier avait oxy plus d'une dizaine de ses impies, les autres s'étaient dispersés et avaient fui dans les ténèbres de Mérigny. Alors que l'aube menaçait de poindre et de révéler cette scène monstrueuse au grand jour, je commençais à douter qu'elle ait véritablement eu lieu. Je m'imaginais qu'elle s'évaporerait sans laisser de traces, avec les autres fantasmes de la nuit. Le chevalier démonta et commença à défaire les liens des captifs, lentement, et travaillant avec une rigueur militaire. Il tranchait de sa dague les fils qui retenaient mes compagnons d'infortune. Les pauvres s'étendaient alors en remerciements chevrotants. Le chevalier, lui, ne pipait mot, se limitant, une fois les liens tranchés, à un hochement de tête pour congédier les paysans qui s'en contentaient et détalaient à toutes jambes dans la forêt. Car le chevalier avait beau être leur sauveur, il était manifeste que les pauvres hères avaient peur de lui. Et cela pouvait se comprendre. Tout ce temps, je restais assis, prostré contre le billot sur lequel j'avais failli périr, et je contemplais, halluciné, cette figure à la fois cauchemardesque et héroïque. Et lorsque le soleil perça enfin au travers des sinistres frondaisons,
Je fus pris de vertiges intenses, car le spectacle dont j'avais été témoin n'avait aucun sens. Je redoutais même d'avoir rêvé toute la scène et de me retrouver, d'un moment à l'autre, de nouveau captif de ce culte infernal. Je crus même avoir péri. Peut-être mon bourreau m'avait-il effectivement décapité, et mon âme était-elle coincée dans ces étranges et terrifiantes limbes. Le chevalier s'approcha lentement de moi, et la réalité s'imposa, si impensable, si impie soit-elle. Il leva son épée vers moi, et une horrible voix d'outre-tombe, caverneuse et éraillée, s'éleva. Le preux meurt, glorieux et béni. Et le lâche doit vivre avec sa lâcheté, maudit et honni. Ta vie est si précieuse, alors vis donc. Il resta ainsi un temps qui me parut éternel, puis il s'en retourna comme il était venu. Il enfourcha son destrier d'ombre et disparut dans la vieille et ignoble Mérigny. Je restais à pleurer et à pester, assis contre ce satané billot des heures durant, jusqu'à ce que la faim me pousse à entamer un long et laborieux retour chez moi. Il fut étrangement dénué de la moindre encombre, comme si l'humiliante déclaration du chevalier me protégeait, se gaussant de ma couardise. Sur le chemin, j'étais témoin de nombre d'injustices, naturelles comme humaines. Une femme rabrouée et cruellement corrigée par un homme me regarda brièvement avec une expression de honte mêlée de frayeur. Un bougre dans un état effroyable, réduit à manger des rognures pour survivre, me jeta une œillade implorante. Enfin, un jeune garçon chétif et dépenaillé, luttant de toutes ses forces pour ne pas crouler sous le poids des seaux d'eau qu'il rapportait du puits, ne me regarda pas. Il était encore fier. Mais je ne fis rien, car que pouvais-je faire? Et je dirais même plus, que devais-je faire? Était-ce mon rôle de combattre toutes les injustices en ce bas monde? Était-ce ma faute que le faible fût la proie du fort, que l'hiver fût froid, le loup vorace et la nuit sombre? Et pourquoi devrais-je me battre pour le monde? Quand s'était-il battu pour moi, lui? Mais il reste une dernière chose que je n'ai pas encore mentionnée, quelque chose à propos du chevalier, et qui fait le lien entre tout. J'avais participé à maintes batailles et vécu nombre de situations atroces. J'aurais donc pu, éventuellement, oublier tout cela, les bandits à l'auberge, ma capture par les sauvages et leur rituel impie. Tout cela se serait noyé dans l'immense bibliothèque de mes souvenirs, mais curieusement, parmi ces terribles événements, un seul point obsède encore et toujours mon esprit et m'empêche d'oublier. Il ne se passe pas une satanée journée sans que je n'y pense. J'aurais pu me persuader que le chevalier et sa sombre litanie n'étaient finalement qu'une apparition à l'explication relativement plausible, qu'il y avait une raison à tout, même à l'inexplicable. Ma propension à relativiser m'aurait permis d'en endurer les implications. Oui, j'aurais pu m'en persuader, si ce n'était pour un petit détail qui ne m'apparut que tardivement. Quelque chose à propos de la terrible apparition que toute autre personne aurait considérée comme une vulgaire broutille. Après avoir délivré les autres, lorsque le chevalier s'était enfin approché de moi, éclairé par les rayons liminaires du soleil d'été, le tabard qu'il portait, élimé, boueux et délavé, avait enfin révélé son blason.
2 sinoples aux 3 lys d'or et au chevron du même. Et ce blason, je le connaissais, je ne le connaissais que trop bien, car c'était celui de Gérard du Rouvre.